Mes chers internautes, bonsoir, bienvenue à RDC État d'urgence. Aujourd'hui, nous allons accueillir notre frère, un jeune Congolais qui s'appelle... Bienvenue Matumo. Bienvenue Matumo. Bienvenue Matumo a une particularité, il fait partie de l'ONG qu'on appelle La Lucha. Et donc, il va nous expliquer de quoi il s'agit. Moi aussi, j'ai entendu parler de cette ONG. Je sais qu'ils sont basés au Congo. Ils interviennent énormément sur des faits qui se déroulent actuellement sur notre territoire, hein, tous les problèmes que nous rencontrons. Mais j'aimerais que ce soit lui-même qui nous raconte un peu en détail ce qu'est la lucha. Déjà, la lucha, ça veut dire quoi? C'est quoi exactement lucha? Alors, Lucha, c'est un mouvement citoyen. Ouais. C'est pas une ONG comme vous l'avez introduit. Ok. Nous sommes un mouvement citoyen qui est constitué de jeunes, des milliers de jeunes congolais qui se battent chaque jour pour rétablir un état de droit au Congo, rétablir la démocratie, mais aussi lutter pour que la justice sociale soit équitable, pour que la dignité du Congolais soit respectée partout. Mais surtout et surtout que les citoyens participent à la gouvernance de notre pays. Ok, d'accord. Donc, Lucha, c'est l'acronyme des luttes pour le changement. C'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça. Changement, d'accord. Et ça a été créé en quelle année déjà? Alors, Lucha est parti à Goma. Donc, on l'a lancé à Goma le 1er mai 2012. Donc, on est encore trop jeune, ça fait 6 ans, c'est presque qu'on existe. Et on est très fiers parce qu'on a réussi quand même à créer quelque chose qui n'avait jamais existé et qui donne de l'humiliation, d'exemplarité aux jeunes. Et on sait que maintenant au Congo, il y a beaucoup de mouvements citoyens, même au sein du continent africain, on sait quand même qu'il y a cet engouement de jeunes de participer à la gouvernance locale. Il y a à peu près combien de membres, vous savez, hein, tu sais à peu près me dire combien de membres à Lucha? Alors je pense que tellement que le climat au Congo est très répressif, Ouais. et que nos manifestations sont violemment réprimées, on a quand même une difficulté majeure d'avoir des membres qui résistent à la répression. D'accord. Ce qui justifie que nous avons peu de membres actifs sur le terrain, donc on n'a pas plus de 5000 membres sur le terrain. D'accord. Mais nous avons beaucoup de sympathisants congolais qui partagent la lutte avec nous, qui partagent la cause, mais qui hésitent encore de nous suivre de la rue parce que la rue elle est violente, elle est brutale, et Kabila ne cesse de tuer les gens de la rue. D'accord. Mais je suis sûr que les internautes voudraient savoir quand même comment vous faites déjà au Congo pour justement résister à cette répression. Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que tout le monde sait où habitent tous les membres de la Lucha? Est-ce que la police vous poursuit? Comment ça se passe sur place? Alors, je dois avouer que c'est très difficile d'être militant d'un mouvement citoyen au Congo ces derniers mois ou bien ces dernières années. Parce qu'on a travaillé sur une thématique très sensible, notamment celle liée au mandat de Kabila, donc non au troisième mandat, mais aussi non à la modification de la Constitution. Ces thématiques qui sont très sensibles parce que les classiques du pouvoir, Kabila lui-même a voulu non seulement depuis 2015 modifier la Constitution pour qu'il ait la chance de se représenter pour un troisième mandat, mais aussi ils ont voulu passer par force. D'ailleurs, ils l'ont réussi parce qu'ils ont quand même obtenu 2 ans supplémentaires. Exactement. Après 2016. Donc, les actions que nous posons pour dire non à un troisième mandat, dire non à la modification de la Constitution, ont poussé qu'un sur deux militants de Lucha a été arrêté ou a été intimidé, a été torturé. Et récemment, d'ailleurs, il y a 6 mois passés, on a connu un cas de tuerie. Il y a un de nous, Lik Kulula, qui a été brûlé vif dans sa maison à Goma. Et tout cela parce qu'on est très engagé sur la question des élections, la question de l'alternance politique. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? En fait, on n'a pas le choix. Hein. Il faut le dire ouvertement, nous n'avons pas le choix parce que le Congo, il est le seul qui nous reste comme État, comme territoire. Donc, on ne peut pas permettre qu'une cohorte d'individus puisse confisquer et prendre en otage des milliers de personnes qui souffrent énormément. Donc, nous, on a décidé de quitter notre passivité pour agir. On agit, c'est vrai. Nous
nous avons des pressions, non seulement de la famille, mais aussi des pressions sociales, ou encore puis les pressions institutionnelles, c'est-à-dire la police, l'armée, les services de sécurité sont à notre traque chaque jour. Chaque jour que nous avons une action, nous savons que nous pouvons être arrêtés, nous pouvons être torturés et à la limite, on peut être tués. Mais on prend courage parce que, évidemment, on n'a pas le choix et le Congo sera libéré par ses propres fils et ses propres filles. Bienvenue, si je me souviens, je crois que tu es étudiant, c'est ça? Oui. Et comment tu arrives à concilier ta vie d'étudiant et cette lutte dans la Lucha? Comment tu fais? Alors c'est très difficile parce qu'à tout moment je dois être branché, je dois être en discussion avec mes amis pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire. Et comme Lucha c'est un mouvement volontaire de bénévolat, donc il n'y a pas de revenu pour dire que tel sera rémunéré à la fin de mois. Donc on doit trouver un juste milieu pour aussi faire sa vie en tant que citoyen, mais aussi surtout pour se battre dans les groupes et donner ses idées pour que les groupes avancent et obtenir les résultats que nous souhaitons, notamment celui de la démocratie dans notre pays. Donc c'est difficile, mais on doit le faire, on n'a pas le choix. Ok, donc là tu es en France actuellement. Tu es venu dans le cadre de la Lucha ou bien tu es venu pour les études? Alors je suis venu dans le cadre des études pour un cours master que je dois finir d'ici le mois prochain. Mais depuis que je suis ici, j'ai fait des navettes quand même entre le Congo et Paris pour essayer de me mettre dans le bain, pour ne pas me couper de l'action. Parce que Lucha, c'est l'action d'abord, les discours après, même les interviews après, c'est l'action d'abord. Et donc, je vais rentrer pour rejoindre mes collègues dans la rue pour continuer à pousser. Et on espère, je le souhaite bien, qu'on aura un nouveau gouvernement qui sera piloté par un candidat de l'opposition. Ok, je pense que, je suppose que le gouvernement doit avoir un stromboscope avec ton nom et peut-être ton visage. Et le fait de parler dans des radios, de critiquer entre autres, en fait, tu dis la vérité hein, par rapport à ce qui se passe au pays et tout ça, là, il n'y a pas de risque quand tu prends l'avion, quand tu arrives à l'aéroport, on ne te dérange pas, ça se passe bien, comment? Raconte-nous un peu. Alors, moi, je dois dire aux internautes que je suis déjà habitué des services. Hein. J'ai été arrêté, je crois, plus de 4 fois, 2 fois à l'année et une seule fois dans la prison centrale de Kinshasa, où j'ai passé plus de 6 mois. Plus de 6 mois? Oui, donc, mais moi, je n'ai pas peur des services. Ils me connaissent, ils connaissent mes positions, ils connaissent mes analyses. Et ils savent que je ne suis pas corruptible. Donc, même si quand je vais à Kinshasa, j'ai des complications à l'aéroport, mais après, ils sont obligés de me libérer parce que je n'ai pas commis d'infraction. Okay. Tous mes propos sont justes, reflètent la vérité, la réalité sur le terrain. Donc, je ne me plonge pas dans les insultes, dans les moqueries, dans les mensonges. Je reste constant, je reste juste, je fonde mes analyses sur des faits réels. Waouh, c'est intéressant que tout le monde écoute ça. Alors moi j'avais toujours une question par rapport à cette sécurité. Est-ce que autour de toi, autour de tes amis, il y en a qui ont eu moins de chance que toi, qui ont été interpellés et qui sont toujours en prison juste pour des opinions? Alors oui, disons que chaque militaire de Lucha a déjà été arrêté au moins une seule fois. Ok. Et dans notre groupe, on a un principe qui est crucial, que nous disons assumons ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'un est arrêté, l'autre est prêt de venir se faire arrêter parce qu'il partage la cause. Ce qui fait que tous mes amis ont déjà été arrêtés. Et le dernier à être libéré, ils ont été libérés, je crois, le 24 décembre, parce qu'ils ont été arrêtés dans une manifestation à Kinshasa lorsqu'ils sensibilisaient la population d'aller voter contre Chadari, contre Kabila. Donc ils ont été arrêtés, hein, et puis ils ont passé 2 ou 3 jours en prison, et puis ils ont été libérés parce qu'on a mis beaucoup de pression. Et aussi nos amis à Beni et Butembo, ils ont été arrêtés le 20 décembre dernier, lorsque Nanga, par sa décision, les a empêchés, les a privés d'aller voter. Donc ils ont manifesté et puis ils ont été arrêtés. Et d'ailleurs, il y a encore 3 qui sont encore à prison, non, qui sont encore à l'hôpital parce qu'ils étaient blessés par des balles réelles. Donc ça montre quand même le climat répressif qui est assez important au Congo et qui démontre qu'il y a nécessité de chasser ces régimes en place, d'installer un nouveau gouvernement qui peut donner le minimum de conditions de vie et de liberté au peuple congolais. Ok, tu as une famille, je suppose. Bon, déjà, si ça te pose pas de problème, t'as quel âge?
Alors, Parce que j'étais très... depuis tout à l'heure, je me pose la question, mais il a quel âge ce garçon? Voilà. je suis entre 25 et 30. D'accord, ok. Ouais. Donc ça veut dire quand même que tu as quand même une famille, des parents, peut-être fiancé, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être des enfants aussi. Et tu prends des risques comme ça. Est-ce que ce sont des risques calculés, où tu te dis, il peut m'arriver quelque chose, mes parents... qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils en pensent, si tu as une fiancée ou une femme, qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que tu réfléchis à tout ça? Alors, je pense que j'ai réfléchi de temps en Je dis temps ça parce que je soutiens, je sens te couper, mais peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent ces questions-là, donc peut-être que tu peux leur donner des réponses qu'il faut. Alors, moi je dois être sincère avec moi-même, d'abord avant d'être sincère avec les auditeurs ou bien les internautes. Il m'arrive des fois de penser à ma mère quand je suis dans l'action. Mais je me suis toujours dit, même si je restais à côté de ma mère, sans faire l'action, ma mère va mourir dans la misère. Et moi-même, je vais mourir dans la misère. Mes enfants, peut-être, mourront aussi dans la misère. Donc, il est essentiel que je me détache une fois auprès de ma mère, je me détache de ma mère pour aller lutter. Pour que peut-être ma mère, qui aujourd'hui, bon, au Congo, il n'y a pas de travail déjà, et elle est peu connue aussi, je dois l'avouer, donc il n'y a personne qui connaît ma mère. Pas, les gens ne connaissent pas ma mère, je voulais dire. Je parle moins d'elle. Donc, elle est là, elle me soutient, elle a appris à me soutenir parce qu'au début c'était très difficile, elle ne voulait pas. Quand j'étais arrêté, elle a failli mourir parce qu'elle a eu une maladie très grave. Mais après, je lui fais comprendre qu'il fallait qu'elle me l'aide parce que c'est pour le pays que je le fais. D'accord. Donc pour moi, ma famille elle est là. C'est vrai, elle subit des pressions, hein. Elle subit des pressions auprès des services, il faut interdire votre enfant. Je ne suis pas le seul, c'est presque tous les militants de Lucha, même d'autres mouvements citoyens, où les parents interviennent pour essayer de nous convaincre de laisser la lutte, mais on parvient quand même à le faire. Donc, également, je pense à ma vie en tant que d'abord citoyen, à ma vie peut-être que j'aurai avec celle qui sera ma femme. Et parce que celle qui doit m'aimer aujourd'hui, elle doit intégrer dans sa démarche que je sors avec un militant, et donc les risques sont là. On ne sait pas, on peut être tué dans une manifestation. On a vu aussi un ami que je connais très bien qui est sorti, il a été tué, il a laissé sa femme et son enfant. Likulula aussi, il a été tué, il a laissé sa fiancée. Donc, on ne sait pas calculer les risques. Ce qui importe pour nous, c'est le Congo, c'est le changement du Congo. Le Mumba, s'il pouvait passer à sa femme, mais je pense qu'il ne ferait pas beaucoup de choses au Congo. Il a créé un Congo, il a créé un idéal, il l'a fait, il est parti et il a été tué. Donc nous, on essaie de se donner cette bonne conscience pour dire on va se battre, au moins après nous, il y aura des gens qui veulent laisser le Congo meilleur qu'aujourd'hui. D'accord. Alors, peut-être que les internautes aussi voudraient savoir, la Lucha comme organisation, les gens veulent savoir qui finance, comment c'est financé. Puisque beaucoup se disent, bon, ce garçon, il est charmant, il est très intéressant de ce qu'il dit, il est sincère, mais peut-être que c'est une organisation qui est financée de l'extérieur, il y a des gros bras qui sont là pour un peu manipuler et tout ça. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Parce que moi non plus, je ne sais pas, j'aimerais savoir. Alors, encore une fois, quand je venais dans cette émission, parce que je dois avouer que c'est la deuxième fois que j'ai fait une émission avec la diaspora. La première, je l'ai fait en Belgique. Je venais ici, je me disais, je vais être sincère avec les Congolais. Parce qu'il faut qu'ils sachent la vérité. Hein, et qu'ils ne soient plus trompés par tout ce qui se raconte dans la rue ou bien dans les médias périphériques. Donc, Lucha n'est pas financé par une organisation extérieure ou bien même nationale. Lucha, c'est juste une communauté de leaders, de jeunes leaders qui croient en eux-mêmes et qui croient à leur capacité, autant matérielle que financière, pour agir et changer le Congo. Pas de financement du tout, du tout. Il n'y a pas de financement. Je vais en venir parce que pour être financé, il faut avoir des actions. Il faut avoir un plan. Mais je dois vous rassurer que les actions de Lucha sont des actions très basiques. Il suffit que moi et mes collègues cherchons 1000 francs, 10 000 francs pour avoir des papiers sur lesquels on va écrire avec des marqueurs, on va dans la rue. On n'a pas besoin de faire des gros calicots, on n'a pas besoin de faire des tapages médiatiques. Non, nous, on va dans la rue et c'est les médias qui nous suivent parce qu'ils estiment que nous avons une information. On ne paye pas les militants. Hein. Donc on n'a pas besoin de budget parce que la lutte c'est un mouvement bénévole. Ce qui fait que quand on a besoin d'agir, on n'a pas besoin d'être financé. Et surtout que Lucha, c'est une communauté de citoyens.
Un citoyen, lorsqu'il a besoin d'être exigeant, n'a pas besoin qu'il soit financé par une organisation extérieure. Okay. Et c'est là même, et là je profite de ces micros pour dire, si on a beaucoup d'ONG au Congo qui ont échoué, c'est parce qu'ils ont cru que seul le financement venant d'extérieur peut changer les choses. Après, les gens sont soumis à des rapports, les gens sont soumis à des exigences, à des conditionnalités. Ils ne sont pas libres d'aller à l'agissement. Alors que nous, nous sommes libres, nous sommes indépendants et nous les revendiquons, les protégeons parce que ça nous permet d'agir selon nos convictions, selon nos positions. Donc, on n'est pas financé par X ou Y, et je mets un défi que ce soit qui donnerait des preuves, on ne l'est pas. On a été reçu par beaucoup de personnalités au monde, mais toutes ces personnalités n'ont jamais incité les États à croire que Lucha peut prendre les financements. La preuve, c'est qu'on a refusé le financement de Kabila lui-même. Lorsqu'il est venu à Goma en août 2016, il a estimé qu'il devait mettre à notre disposition $1 million pour qu'on quitte les champs de militantisme pour aller vers les champs de développement. Nous, on a dit, c'est pas ça notre job. Voyez-vous? Donc on a refusé. On a refusé à la fois les financements des opposants, on a refusé à la fois les financements des Occidentaux. On refuse parce que à la fois c'est notre dignité. Un peuple qui veut se libérer n'a pas besoin d'être financé par notre peuple. Il faut que ces peuples-là s'organisent pour financer, s'ils le font, ses propres actions pour se libérer. Sinon, ce peuple restera toujours assujetti à celui qui les finance. Très intéressant. C'est un cours carrément très intéressant de la bonne conduite à tenir quand on tient à une telle organisation. Mais je reviens encore à ce que j'avais dit au départ, parce qu'au départ, j'avais parlé d'ONG et tu m'avais interrompu en disant que ce n'est pas une ONG, c'est un mouvement. Est-ce que la Lucha est reconnue par les autorités congolaises? Parce que je sais qu'ils reconnaissent des organisations non gouvernementales. Et c'est reconnu comme mouvement, c'est ça? C'est reconnu comme quoi? Alors, Lucha, c'est un mouvement informel. Ah, d'accord, ok. Un mouvement informel n'a pas besoin d'être reconnu légalement par là. Mais celui-ci, il est protégé par la Constitution. Parce que la Constitution dit, je crois son article 22 ou 23, tout citoyen peut agir individuellement ou collectivement pour une cause. Et donc, même l'article 64 nous donne la possibilité à attaquer citoyen de barrer la route à quiconque veut confisquer le pouvoir. On n'a pas dit à cet article-là que non, ces citoyens doivent d'abord s'organiser, doivent se constituer en association. Non, nous sommes des citoyens qui trouvent que notre pays ne marche pas, il y a des problèmes, et nous mettons debout, attaquer citoyens, chacun avec sa personnalité. Juridique, attaquer citoyen, ce qui fait que dans Lucha, chacun est responsable d'abord de ses actes avant que la responsabilité incombe au groupe. Et à ce moment-là, on se met debout pour aller revendiquer de l'eau, on se met debout pour aller revendiquer de la salubrité à Kinshasa, on se met debout pour demander des conditions sociales pour les travailleurs d'embauchement, on se met debout pour dénoncer, on se met debout. Et donc personne ne peut nous arrêter parce que nous sommes des citoyens congolais qui voulons participer à la gouvernance. Est-ce que vous êtes seulement, disons, essentiellement, je veux dire, dans l'Est, à Goma, ou bien vous êtes un peu partout maintenant, Lucha? Maintenant, le mouvement, géographiquement, le mouvement quand même prend corps et prend forme au niveau national. On est parti évidemment en 2012 de Goma. Moi-même, je suis parti à Kinshasa pour des raisons professionnelles ou académiques en 2014. Et j'ai réussi à implanter une section là-bas. Et maintenant, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, on a quand même des sections dans les 11 anciennes provinces, dans les villes. On a des entités qui fonctionnent et qui se développent. Et d'ailleurs, il est quand même important de le souligner, la manière dont ces sections se forment. Nous-mêmes, ça nous épate parce que ce sont des jeunes de ces milliers qui nous appellent pour dire, nous, on se reconnaît dans vous, nous voulons être votre représentant ici. Et on le dit, il n'y a pas de souci, faites-le si vous pensez que vous pouvez agir dans la non-violence comme nous. Si vous pensez que vous pouvez porter des causes non partisanes comme nous, si vous pensez que vous devez vous-même vous mettre ensemble pour financer vos propres actions, c'est-à-dire trouver les 1000 francs, les $5 pour acheter X ou Y, ou avoir même $10 si quelqu'un est blessé dans une action, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est impressionnant, ça montre qu'il y a nécessité que les jeunes s'engagent et ça signifie, ça témoigne, ça traduit que les jeunes congolais ont envie, ont la ferme volonté de participer à la gouvernance de leur pays pour changer les choses. Ok, j'ai encore une question par rapport à Lucha et puis on va passer à l'actualité actuelle. Tu m'avais dit qu'il n'y a pas une organisation telle qu'il y aurait un leader, il y aurait un chef et tout ça. Mais si quelqu'un veut s'adresser à la Lucha, veut parler, je ne sais pas, au cadre de la Lucha, on va parler avec qui? C'est qui l'interlocuteur?
Alors, Comment ça se Lucha, passe? c'est un mouvement horizontal qui met à contribution toutes les compétences de chaque militant. Ok. Mais aussi, ça, on met cette organisation horizontale pour permettre l'appropriation de nos actions et nos décisions par tous les groupes. Et la décision qui est prise d'une manière consensuelle permet que tout le monde soit engagé dans la mise en œuvre et tout le monde soit focalisé sur l'essentiel. Maintenant, comment est-ce qu'on interagit avec les personnes externes, ou bien les personnes qui voudraient nous voir, ou bien comment est-ce qu'on désigne quelqu'un pour aller nous représenter dans une réunion et pas tel autre. Alors ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, si on estime que la personne qui veut rencontrer Lucha, c'est dans la discussion porterait sur un domaine économique, on va chercher d'entre nous qui a des ressources économiques, on va la voir, on va lui donner le plein pouvoir pour nous engager dans cette discussion-là. Ok. Si, sans couper, mais la porte d'entrée, c'est quoi? Il y a une adresse mail, il y a... Oui. On a une adresse mail, on a un compte Twitter qui est très bien suivi, on a Facebook. Et puis, on peut toujours passer par un militant qu'on connaît dans le quartier, dans la ville, ou bien partout, pour dire, moi je voulais m'adresser à Lucha, comment j'ai fait? D'accord. Il y a toujours des possibilités. C'est d'ailleurs cette façon-là qu'on recrute. Nous, on ne recrute pas des militants, on ne recrute pas. Mais on canalise les personnes qui veulent nous accompagner, ou bien les personnes qui veulent se joindre à nous. Ils passent soit par nos canaux officiels, ou bien par un des militants, à travers leur compte personnel, pour vraiment arriver à nous joindre. Et d'ailleurs, WhatsApp nous a beaucoup aidé, parce que maintenant, avec le système des groupes WhatsApp, ça vous permet de vous communiquer, d'échanger, même si vous êtes à une distance très éloignée. Ok, donc justement, c'est une bonne transition WhatsApp, parce qu'on va parler du Congo. Et là, je vais m'adresser aux militants bienvenus, et non pas à Lucha, mais à toi en tant qu'individu. Me donner un peu ton avis sur l'actualité présente, c'est-à-dire il y a coupure d'Internet, on n'a toujours pas proclamé le gagnant de l'élection présidentielle et on ne sait pas dans quelle direction va le pays actuellement. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses? Quelles sont les projections d'après toi? Alors, il faut d'abord condamner sévèrement la copie de l'Internet, parce que l'Internet aujourd'hui est devenu un droit élémentaire d'un citoyen, d'un homme sur la planète. On ne peut pas, pour des raisons abusives, se permettre de lui couper l'Internet. Deuxième élément, c'est, par exemple, je sais qu'au Congo, on ne parvient plus à suivre RFI, qui est un des grands médias qui est très suivi au Congo. Donc, moi, je pense sincèrement, lorsqu'on fait ça, ça démontre clairement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a le pouvoir qui visiblement a perdu les élections parce que les populations sont sorties le dimanche 30 pour aller sanctionner ceux qui n'ont pas réussi à améliorer leurs conditions de vie, ceux qui n'ont pas réussi à assurer la sécurité à l'est du pays, ceux qui n'ont pas réussi à mettre fin au massacre d'Al-Qassar, ceux qui n'ont pas réussi évidemment d'intégrer les Congolais qui étaient expulsés de l'Angola. Donc, les gens sont sortis avec une colère pour aller voter, pour dire ce vote constitue sanction. Et donc, le pouvoir est à vie avec leurs machines à voter qu'on a tous décrié. Ils ont vu qu'ils ont perdu des gens, ils ont perdu. Donc, ils ont coupé l'Internet pour empêcher que les gens communiquent davantage, que les gens remontent les résultats des provinces, des milliers reculés, et pour que l'opposition puisse faire une compilation et arriver à dégager rapidement la tendance. Mais ils n'ont pas réussi le coup parce que la Senko après nous a fait comprendre que à travers le système d'observation électorale qu'elle a fait avec ses 40 000 observateurs, elle a réussi à remonter beaucoup de PV et aujourd'hui la Senko a dit avec beaucoup d'assurance que les Congolais ont choisi un nouveau président. Et ce nouveau président, il me semble qu'il serait de l'opposition. Okay. Donc, c'est-à-dire que c'est important. Maintenant, le message qu'on lance, ou bien qu'est-ce qu'on fait maintenant pour empêcher que finalement le président de la CENI, M. Nanga et Kabila ne boutiquent pas d'autres résultats. Il faut qu'il y ait beaucoup de pression, il faut qu'il y ait beaucoup de vigilance. Et j'espère bien que les Congolais, nous qui sommes ici dans la diaspora, nous devons aussi nous mobiliser pour que notre voix soit entendue, pour qu'on alerte tous ces pays amis du Congo, ou bien toutes les personnes qui sont impliquées dans le dossier du Congo, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau des gouvernements belges, français, que ce soit au niveau nos amis Bandeko wana baza kuna ba Canada,
les États-Unis, ça la pression na le Conseil de sécurité, d'ailleurs le mardi, lobby, réunion donc commettre pression partout pour dire les Congolais ont choisi l'alternance, on n'acceptera pas qu'on nous impose Chadari comme c'est la tendance que prépare Kabila. Ok, d'accord. Alors, il y a aussi d'autres médias, d'autres rumeurs qui disent que le président en place, donc M. Kabila ou Kanambe, selon, on se pose la question, à savoir, au cas où il déciderait, parce que c'est ce qui pourrait l'arranger, de choisir l'un des opposants. Voilà. En l'occurrence, certains médias ont déclaré que Martin Fayoulou avait gagné les élections, bien sûr en se basant sur la Cinco. Et d'après les rumeurs, la déclaration de Tshisekedi serait imminente en tant que prochain président. C'est-à-dire que Tshisekedi, Félix, serait déclaré président, donc gagnant. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'abord, je dois préciser une chose. Ce n'est pas Kabila de désigner qui doit être président de la République, qui doit lui succéder. C'est au peuple. Et le peuple s'est exprimé. Tout ce qu'on doit faire, c'est faire émerger la vérité des urnes. Okay. Si la vérité des urnes donne Martin Fayoulou favori, vainqueur, il faut que la CENI puisse désigner, déclarer ou bien proclamer, voilà le concept qu'il faut proclamer Fayoulou vainqueur. Si le peuple s'est exprimé à faveur de Félix Tshisekedi, il faut que la CENI fasse de même pour Félix Tshisekedi. Mais il n'est pas question ici que le peuple s'est exprimé pour Chadari, ça c'est hors de question. Donc c'est un cas qui est exclu des gens. Et donc, moi je pense sincèrement que les opposants doivent jouer à une maturité. On a un moment crucial de notre histoire politique, on a un moment crucial de notre histoire culturelle, démocratique, parce qu'on va aller vers un nouveau système. Je pense que la responsabilité est forte auprès de Félix et auprès de Martin pour qu'ils ne puissent pas coopérer avec Kabila, parce que Kabila, je pense, il cherche des moyens par lesquels il peut sortir, alors que des moyens, ou bien des moyens par lesquels il peut rester, en nommant un des deux opposants qui lui donnera des garanties suffisantes de sécurité, ou bien des garanties suffisantes de ne pas être poursuivi, alors que tous savent que Joseph Kabila a commis beaucoup de crimes au Congo, et donc la justice doit jouer son rôle, une justice de correction doit être encouragée pour que ceux qui ont été victimes de la gouvernance de Kabila, les massacres de Beni, les gens au Kassai, beaucoup de tueries, beaucoup d'assassinats, tous ces dossiers qui sont portés contre Kabila soient finalement débattus par la justice. Et que Kabila, s'il est coupable, soit condamné, et s'il ne l'est pas, soit blanchi. Donc, il n'est pas question qu'un opposant qui a été élu parce qu'on veut la rupture puisse aller coopérer avec Kabila pour pérenniser finalement la gouvernance des prédations de Kabila. Ok. Alors, une dernière question que je pose toujours, c'est concernant la MONUSCO. J'aimerais avoir ton avis, toi qui es à l'Est. Il y a beaucoup de nos politiciens congolais qui disent qu'il faut que la MONUSCO s'en aille, retourne. D'autres qui disent que non, en fait, au contraire, il faut que la MONUSCO reste. Tu en penses quoi? Alors, je pense que dans la MONUSCO, il y a beaucoup de départements. Moi, je vais essayer de dissocier les départements selon leur mission, selon leur rôle. Il y a d'abord le bureau conjoint des droits de l'homme, le BCNDH. Je pense que seulement ce bureau essaie de documenter les cas de violation des droits de l'homme qui sont perpétrés par le régime de Kinshasa. Donc, aussi, ce bureau, à travers ses rapports mensuels, permet de montrer à l'opinion internationale que Kabila, à travers ce système, essaie vraiment de réprimer sauvagement les citoyens qui manifestent, les citoyens qui veulent demander des comptes, les citoyens qui sont à la quête de la liberté. Maintenant, l'autre MONUSCO militaire ou bien politique, je pense que c'est vrai, cette MONUSCO devait plier bagage. Il faut qu'elle rentre, qu'elle quitte le pays. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est le moment, est-ce que le moment est-il opportun pour que la MONUSCO parte, sachant les manœuvres qui sont planifiées par Kabila pour essayer de créer des bruits de bottes à l'est du pays et trouver d'autres. Donc il cherche des stratagèmes pour rester même 5 jours supplémentaires. Donc je pense seulement que parmi les chantiers du nouveau président, la MONUSCO
en tant que composante, doit partir, doit quitter le pays. Parce que nulle part au monde, la MONUSCO a développé un pays. Non, ça n'existe nulle part au monde. Alors, mais comment faire pour que la MONUSCO parte d'une manière progressive? Il suffit que le prochain président de la République puisse discuter avec le Conseil de sécurité par un mécanisme structurel, comment est-ce que la MONUSCO va commencer à quitter le pays petit à petit. Mais avant de partir, elle doit accomplir sa mission avec les FARDC pour rétablir la paix à l'est du pays, dans les Kassa et partout où les postes de résistance sont encore. Parce que, quand même, la MONUSCO, elle est coupable dans beaucoup de situations au Congo. À Beni, par exemple, on peut venir massacrer les gens à 300 mètres de base de la MONUSCO. Hein. C'est inquiétant quand même. C'est pour ça que, sans te couper, lorsque tu dis que la MONUSCO doit accomplir sa mission avec les FARDC, je me dis, mais ça fait des années qu'elle est là, elle n'accomplit pas sa mission. Pourquoi on attendrait? Quelle mission devrait-elle encore accomplir? Moi, je pense que la MONUSCO n'a pas été dans un mécanisme qui les met pression. Donc, je veux dire par là que le président de la République doit pousser cette MONUSCO à agir, mais on ne la sait pas. Au contraire, on amène des représentants qui vite arriver à Kinshasa, donc je voulais dire les représentants de la MONUSCO, les chefs de la MONUSCO à Kinshasa, lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, sont déjà corrompus par Kabila, et puis ils commencent à soutenir Kabila dans ses bêtises. On l'a vu. D'ailleurs, je pense que la dame qui est là, Leïla Guirassy, elle aussi, elle doit partir parce que finalement, elle ne joue pas son rôle comme on le souhaiterait, même si la MONUSCO est là, pas de résolutions très fortes, mais on ne sait pas la mise en œuvre de ces résolutions. Donc, sincèrement, il faut que cette MONUSCO parte du Congo, parce qu'elle ne fait pas beaucoup, elle ne fait pas grand-chose, sauf son bureau des droits de l'homme où il essaie de se déployer partout pour documenter les cas et les abus de violations des droits de l'homme qui sont commis par Kabila. Mais ce n'est pas suffisant. Hein? Elle est venue pour rétablir la paix, mais ça fait 20 ans presque que la paix n'est pas revenue. Il faut qu'elle parte. Aussi, dans tous les massacres qu'il y a à l'Est, ils sont aussi responsables quelque part. Puisque je me dis, à un moment donné, il faudrait aussi qu'ils aient à rendre des comptes, la MONUSCO. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'elle rende compte. Elle a fait 20 ans dans un pays, elle ne doit pas partir comme si elle quittait la toilette. Oui. À un moment, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient établies pour savoir à quel moment vous avez fait quoi, pourquoi est-ce que vous arrivez à protéger les civils, donc vous avez le mandat de protéger les civils, pourquoi est-ce qu'on a tué déjà 300 mètres de votre base mais vous n'avez pas réagi. Toutes ces questions, après, certains agents de la MONUSCO ont été attrapés dans les actions de fraude, de contrebande de ressources naturelles à l'est du pays, des coltans, de l'or, des diamants, tout ça on connaît. On a eu même des rapports qui démontraient clairement que la MONUSCO est impliquée dans l'intensification des groupes armés à l'est. Donc il y a un jet quand même assez qui est commis, et donc j'espère que avant de partir, ou bien le nouveau président de la République doit se pencher avec beaucoup de sérieux sur cette question de la MONUSCO et pousser cette MONUSCO à quitter de manière diplomatique les pays. En tout cas, on sent une grande maturité chez notre ami, mon frère ici, bienvenue. Franchement, c'est très agréable de parler avec toi et d'entendre tout ce que tu es en train de dire. On se pose la question si cette maturité vient du fait que tu habites à l'Est, parce que Kinshasa finit par rendre les gens un peu olé olé. Parfois, on a cette impression-là. Mais en tout cas, moi, je suis conquis de ce que tu es en train de raconter. J'avais encore une question, disons une demande pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeunesse aussi bien quinoise que européenne, de la diaspora qui t'écoute aujourd'hui? Quel message tu as à leur donner? Moi j'aime beaucoup débattre avec les jeunes. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé une jeunesse, contrairement à ce que vous venez de dire tout à l'heure, j'ai trouvé une jeunesse formidable et engageante. J'ai discuté avec beaucoup et on a construit un mouvement à Kinshasa, et aujourd'hui Lucha à Kinshasa c'est parmi les meilleures sections de Lucha. Donc pour dire que même si d'apparence on pense qu'à Kinshasa les gens ne sont pas de l'engagement, évidemment la pauvreté elle est forte qu'ailleurs aussi, donc les gens se battent pour avoir quoi manger chaque jour, mais il y a quand même une jeunesse étudiante, soit-elle, une jeunesse professionnelle, une jeunesse d'universitaire qui est soucieuse des conditions de vie dans lesquelles elle vit, qui est soucieuse de voir son avenir est en train de s'effriter comme de l'huile finalement. Et donc ils sont là, ils se battent et ils doivent être soutenus par la diaspora.
La diaspora, elle est ici, elle a la chance d'étudier dans les meilleures écoles, la chance de voir le monde autrement, elle a la chance de circuler et de voir comment est-ce qu'on peut finalement gouverner un pays. Et donc, moi, mon message, c'est de dire à tous les jeunes qui nous suivent à travers votre caméra et qui vivent dans la région parisienne, ou bien en France, en Belgique, en Danemark, en Suède, et même qu'on a aux États-Unis, Canada, partout, ils doivent s'engager. Parce qu'on ne peut être traité dignement dans les pays dans lesquels on vit si ce pays est fort. Tout à fait. Et moi, quand je vais à Château-Rouge, j'ai toujours des larmes parce que les conditions dans lesquelles nos mamans vendent des produits là-bas, les conditions dans lesquelles les gens vivent finalement, c'est parce que notre pays n'est pas fort. Si le pays était fort, on nous traiterait dignement dans nos pays qui nous accueillent. Mais si le Congo va rester par terre comme ça, on va toujours nous considérer comme des mendiants qui sont heureux de vivre dans les conditions misérables ici en Europe, dans les conditions difficiles en Europe, alors que si notre pays était très fort, on nous donnerait des privilèges, on nous donnerait la place qu'il faut parce que nous venons d'un pays qui est fort et qui a des ressources naturelles qui peuvent changer le monde. Donc, engageons-nous, battons-nous pour que aussi notre voix soit attendue, ici et ailleurs, afin que notre pays soit celui qui va guider finalement ce développement en Afrique centrale. Et d'ailleurs, au regard des ressources naturelles que nous avons, on a le lithium qui est produit par le coltan, non pas le cobalt, ce qui fait que d'ailleurs, moi j'ai peur que les prochains conflits internationaux ne viennent au Katanga parce qu'ils viendront vouloir exploiter le cobalt. Mais comment nous faisons pour produire notre cobalt? Il n'y a rien qui se fait évidemment. Et donc, nous, jeunesse, mettons-nous en mouvement. Organisons-nous. Il y a beaucoup d'associations ici en Europe. Je sais que les gens essaient de quitter leur capacité d'égoïsme pour aller vers l'autre. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens essaient de taire les divergences pour privilégier l'unité de la nation, pour privilégier les unités. Parce que si les Congolais parlent d'une même voix, partout où ils sont, on va se faire respecter et on va donner un message fort au prochain gouvernant à Kinshasa. Moi, j'ai participé à des manifs des Congolais ici à Paris. Mais ça me fait de la peine de voir dans une manifestation, on est moins de 50 personnes, alors qu'on est nombreux sur l'île de France. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Mais quand les gens vous voient manifester à 20 entrées, on se dit, mais est-ce que ces personnes réalisent, est-ce que ces Congolais réalisent que leur pays est dans une situation de gravité, est dans une situation de conflit, une situation de pauvreté? Non, il faut que les gens se lèvent. Les gens crient l'occupation, les gens crient Kanambe, les gens crient Rwandais. Mais si les gens ne veulent s'engager réellement, pas de moyens forts pour aller dans la rue, pour s'organiser, ça ne changera pas. On va continuer à crier. Heureusement pour nous, notre effort, l'effort de la diaspora, conjugué à celui des peuples congolais, même des amis du Congo, a abouti. On espère bien que Kabila va partir d'ici quelques jours. Donc c'est essentiel pour moi de le dire comme ça. C'est vrai que ce que tu viens de dire est important. C'est vrai que nous voyons des images choquantes, on voit beaucoup de choses. On va s'offusquer pendant un moment, après chacun reste dans son coin. Ça c'est un peu ce qui est dommage qu'on voit souvent dans la communauté. C'est comme s'il y avait un problème dans l'engagement. C'est pour cela que des mouvements comme Lucha, c'est vraiment intéressant. Ça motive le fait de voir que vous existez. Il y en a bien d'autres, hein, voilà. Si on a l'occasion d'en voir d'autres, ça serait avec plaisir qu'on les recevrait. Mais ça fait plaisir de voir que ce genre de mouvement permet de faire entendre la voix du Congo et la voix des Congolais qui souffrent. Voilà. Et donc, je tenais vraiment à te remercier d'être venu nous voir aujourd'hui et d'avoir donné ce message à la jeunesse et surtout d'avoir donné aux gens le goût de s'engager. En tout cas, moi, tu m'as donné ce goût-là. Je suis déjà un peu engagé, mais en écoutant ce que tu dis, je me dis que je ne fais peut-être pas assez. Il faudrait faire encore assez sur place là-bas. Non, je pense que vous faites déjà assez. Le fait de donner l'espace pour que les gens s'expriment, pour que notre message soit attendu, pour que les gens suivent l'actualité, la vraie actualité évidemment, pour que les gens aussi suivent ce qui se passe au Congo. Je crois que c'est déjà un combat qu'il faut pérenniser, qu'il faut peut-être ouvrir pour que davantage les gens s'expriment, davantage, parce qu'à travers les débats, à travers les discussions, il y a toujours des choses qui se produisent. Et moi j'ai appris que il faut toujours essayer de discuter pour voir comment convaincre l'autre. Et moi, je suis très content, très flatté de voir derrière nous des images de Panda Fanana, que j'apprécie beaucoup.
Et avec tout le reste, Simon, Kimbangou, Lumumba, Kassavubu, déjà qui se sont bâtis, qui ont donné leur vie pour la nation, ils devaient nous servir comme modèle pour que ce Congo, qui nous a vu naître, soit à la hauteur qu'ils font au regard de toutes les immenses ressources qu'elle contient. La culture du Congo doit vraiment être enseignée à nos enfants. Voilà, donc c'était le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis et merci à bienvenue d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci les internautes. Merci. À une prochaine fois. Merci.